Je te le dis en off. Là où on sait qu'on a une bonne idée, c'est quand c'est quand il y a une évidence. C'est quand tu réfléchis à un concept et que tu dis mais purée, ça marche de ouf. Valentin Richardot, rédacteur en chef du média J'ai un pote dans la com, spécialisé en marketing et en communication. Ouais, je crois que tu as monté ton média il y a plus de 10 ans. Comment c'est devenu ce side project à un média qui a plus d'1 million d'abonnés? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a envie de lancer son média? La première chose, c'est qu'il doit travailler et ça veut dire comprendre cet univers. Et pas se dire, ok, je maîtrise bien Insta et TikTok, je vais balancer. Et surtout, être passionné. On fait pour garder sa ligne édito, garder une éthique et en même temps faire du contenu sponsor ou du brand. Pour un média, être indépendant, c'est déjà plutôt pas mal. L'éthique, elle est centrale, c'est obligatoire. La liberté de dire non, elle n'est pas gratuite, mais elle est importante. Et je pense que tous les médias n'ont pas la chance que nous, on a de pouvoir dire non. Mesdames et messieurs, Nous bonjour. sommes en guerre. CNN is fake news. Don't talk to me. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Moi, c'est Mélanie, alias Mélanie Nouveau Média sur Instagram. Réalisatrice de reportages pendant 7 ans pour la télé, aujourd'hui je suis experte en nouveaux médias et je t'emmène dans les coulisses de l'audiovisuel, qu'il soit tradi ou digital. Fake news, mensonges, jeux d'influence et de pouvoir, mon objectif c'est de t'aider à mieux t'informer en levant le silence sur ce qui se passe derrière la caméra, les micros, dans les rédacs, dans les bureaux des prods. Et surtout, on décrypte tout ça avec les insiders, ceux qui font les médias. Bienvenue dans le 14e épisode de Je te le dis en off. Aujourd'hui, je reçois Valentin Richardot, cofondateur de J'ai un pote dans la com, un média indépendant destiné aux marques et aux entreprises, suivi aujourd'hui par plus d'1 million de personnes. Valentin partage avec vous les coulisses de la création d'un média, comment on pense une stratégie, comment on trouve un concept éditorial fort et comment on le monétise. On a parlé brand content, creators economy, écriture de concept et liberté éditoriale. Installe-toi confortablement, que tu sois dans ton lit, en train de marcher, au sport ou sur ton canapé. Je te souhaite une très belle écoute. T'es ready ? Oui, je suis prêt, moi. Ok. Bonjour Valentin. Salut. Bienvenue dans le podcast Je te le dis en off. Merci d'être avec nous. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravi que ça ait pu se faire. Avec plaisir. Alors, je te rappelle un petit peu le principe du podcast. Le but, c'est de raconter un peu les coulisses des médias pour que les gens qui écoutent le podcast puissent mieux s'informer et savoir parfois des choses qu'on ne connaît pas trop dans les backstage. Et toi, je crois que tu as monté ton média il y a plus de 10 ans, qui s'appelle J'ai un pote dans la com. Est-ce que tu peux déjà te présenter ? Oui, merci beaucoup. Je suis donc Valentin Richardot, rédacteur en chef du média J'ai un pote dans la com, média spécialisé en marketing et en communication. Et je crois que vous avez plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui, c'est ça ? Oui, on a sur 2025 atteint le 1 million d'abonnés avec toutes les plateformes cumulées, hein, donc évidemment Thread, Instagram, Facebook, LinkedIn, avec beaucoup de monde sur LinkedIn et au global avec les newsletters. Donc oui, on a dépassé le 1 million d'abonnés, donc pour du B2B, c'est cool. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de comment s'est monté ce média ? Je crois que t'étais là au tout début. Ouais, j'étais là au début avec Laurent, j'ai rejoint Laurent, donc c'était en 2012. Laurent avait monté, du coup, J'ai un pote dans la com, qui était un site, c'était son blog à l'époque, en 2012. Moi, j'étais étudiant encore à l'époque, en 2e année de DUT, et je voulais faire des choses un petit peu cool à côté des cours, pour montrer que j'avais un peu envie. Tu vois, quand t'es étudiant, il faut toujours que tu te back up pour avoir le bon stage, le bon truc. Donc moi, je savais que les cours, ça allait pas être forcément suffisant. Il fallait faire un peu plus. Et donc, j'ai écrit à Laurent à l'époque sur Facebook. Je lui ai envoyé un message sur Facebook en lui disant, ouais, pour ceux qui nous suivent, ça fait très longtemps du coup. Donc ouais, c'était très chouette. On s'est parlé très vite. Il était à Paris, moi je suis monté pour mes stages. Et ça a très vite fité. Je suis venu pour mes stages, etc. Et au final, il m'a filé les accès sur les différentes plateformes pour créer du contenu et tout. Donc moi, ça m'éclatait. Lui, il était content parce que ça tournait. Et, on s'est bien entendu. On a monté des projets ensemble, etc. Donc c'était un side project pendant assez longtemps, donc de 2013 à 2017, je pense. Ok, pendant 4 ans à peu près. Ouais, donc c'était vraiment histoire d'avoir des belles opportunités de stage, de rencontres, avec un projet à côté des études plutôt passionnant, plutôt cool. Et ensuite, après, il s'est passé quoi ? Comment c'est devenu ce side project à un média qui a plus d'1 million d'abonnés ? C'était quoi le moment un peu charnière ? Il y a eu plusieurs moments charnières, mais au global, c'est un travail un peu de fond. C'est-à-dire que les gens ont commencé à apprécier ce qu'on proposait parce qu'on avait potentiellement une patte un peu différente. On voulait pas faire comme tout le monde.
Donc voilà, il fallait qu'on trouve une ligne édito un peu singulière, un positionnement un peu particulier qui nous définissait. Donc on voulait aborder les sujets marketing et business sans les rendre chiants, sans les rendre inconsommables. Ok. Donc inconsommable, ça veut dire sur le fond et sur la forme. Donc il fallait travailler un peu le social media parce qu'on est né en ligne, donc on est une sorte de DNVB, tu vois. On est très très à l'aise avec les réseaux sociaux, donc ce qui fait qu'on a une écriture un peu web tout de suite. Donc travail de fond, plus engouement des audiences. Ils ont apprécié ce qu'on proposait. Il y avait un lien particulier parce qu'on était un petit peu les nouveaux sur le marché. Donc très vite, il y a eu une proximité avec les gens. Ça nous a donné de la force pour continuer. On voyait qu'il y avait un engagement vraiment dingue à chaque post, chaque publi, chaque article. Donc je pense qu'on a réussi à trouver une sorte de petite faille dans cet univers-là du B2B qui est pas forcément, en tout cas à l'époque, qui n'était pas ultra facile. Nous, dès le début, on était sur LinkedIn. Je pense que 2015, on postait déjà sur LinkedIn. On était les seuls à faire un peu des choses différentes sur LinkedIn. Donc voilà, travail de fond plus évolution un peu forte en 2017 où après mon master à Dauphine et mon stage chez Canal, la question se pose de bon alors qu'est-ce qu'on fait, ça se passe bien, le média J'ai un pote dans la com est connu, ça m'a donné accès au master, ça m'a donné accès à plein de stages, Publicis Canal c'est cool. Maintenant est-ce que ça suffit pour en vivre, pour avoir un salaire? Est-ce que ça suffit pour passer un step? Est-ce que j'ai envie de le faire? Bah pas forcément, donc on se posait les questions et donc à la fin du stage chez Canal, t'arrives et tu dis bon alors CDI ou pas CDI? Tu réfléchis puis tu vois à côté J'ai un pote avec tout ce qu'on a pu faire avec Laurent, donc les soirées qu'on a pu monter avec beaucoup de gens qu'on a rassemblés, les différents petits déj, les contenus, les collaborations avec les marques. T'as dû créer un réseau de dingue. Ouais, en vrai, ouais, c'est cool. Tu sais, quand t'as 23, 24, 25 et que tu rencontres des patrons, des patronnes de médias, d'agences et que tu adores cet univers-là, t'es un peu vite saucé, tu vois, et tu te dis, bon, en fait, je suis bien à ma place. Et en plus, il y a le côté un peu liberté. Tu vois, t'as pas forcément le patron, t'as pas forcément le... Donc, c'est chouette. Et donc, la décision a été prise de se dire, je me mets à 100% sur J'ai un pote. Et puis voilà, et après, comme je dis souvent, pour continuer un peu l'évolution, moi, entre guillemets, j'ai pas pris tellement de risques. Moi, c'était un kiff. J'avais des belles grosses journées avec les cours et le soir, J'ai un pote, mais c'était un kiff. Celui qui a vraiment pris un risque, c'est plutôt Laurent. C'est Laurent quand il m'a rejoint en 2019. Donc, J'ai un pote solo en full-time. Okay. Donc, mon job pendant 1 an et demi. Donc là, t'étais rémunéré? Ouais, je commençais déjà à gagner de l'argent. Okay. C'est pas des milliers des cents, mais quand t'es tout seul et que tu fais ton premier salaire seul, c'est chouette. Tu vois, tu ouais. dis, le média, il tourne. Ce que j'aime, je peux en vivre. Et Laurent, je lui ai dit, voilà, il faut que tu viennes. Il y a une opportunité. Tu sens bien que les gens, ils aiment ce qu'on fait, qu'il y a peut-être une faille à les craquer. Et donc, je lui dis, viens. Et lui, on discute. Donc, au début, il prenait un jour off pour venir bosser avec moi. Puis après 2. Puis à la fin, il a dit, OK, vas-y, j'arrive. Donc, fin 2019, il lâche son CDI. Il vient dans l'aventure à 100%. Et c'est un peu all-in, quoi. Sa femme est enceinte, le Covid arrive. Okay. Donc il y a eu vraiment, c'est pour ça que l'aventure elle est belle et quand je raconte un peu comment ça a évolué, c'est très cool. Mais moi ça a été pendant très longtemps que du kiff. La vraie prise de risque, elle n'a pas été forcément que de mon côté, elle a été surtout du côté de Laurent quand il est arrivé, qu'il a fait bon allez vas-y on y va. Où il y avait 2 salaires à sortir, potentiellement 3-4 avec les alternants et les freelances. Mais voilà, il y a eu ce vrai step 2017 où je pars en solo et fin 2019 où Laurent me rejoint et où ça grandit fort. Ok. Et donc là, on en est là aujourd'hui, plus d'1 million d'abonnés et un média qui maintenant est référence en fait dans le B2B et le marketing. Factuellement, oui. Je veux pas me manquer d'humilité en disant qu'on est trop fort. Je pense que factuellement, on est bien représenté dans le paysage médiatique français sur des sujets, les thématiques B2B marketing. Oui, il y a du monde. Les gens nous consomment. On a un taux d'engagement qui est extrêmement intéressant. Là, on sort des Cannes Lions, donc le gros moment pour la publicité mondiale. Je viens de regarder les perfs hier, juste avant de te voir. On a fait 2 millions d'impressions organiques, 4 millions avec le paid. Oui, je pense qu'on est visible. J'espère. Et tu parlais tout à l'heure quand tu as commencé à gagner de l'argent avec le média. Moi, ce que je me pose comme question, tu vois, moi aussi, j'ai lancé mon média et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui en rêvent. Comment on fait pour toi un modèle économique pour monétiser son média? Comment, en tout cas, est-ce que vous avez fait plusieurs essais? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est pas du hasard. Faut pas penser que, à la différence peut-être d'un créateur de contenu, tu vas monter ton projet, tu vas avoir une audience et tu vas très vite avoir des demandes de collab. C'est pas du hasard. L'économie des médias, elle évolue beaucoup et il y a un vrai modèle derrière. Il y a des vraies questions à se poser sur le travail de création de l'audience. Donc, on va créer des engagements, on va créer des audiences
Et ensuite, on va essayer de le monétiser. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup de questions. Donc, c'est vraiment de la stratégie. Donc, tu réfléchis à ce que tu proposes. Qu'est-ce que tu proposes dans ton marché? Qu'est-ce que tu proposes à ta niche? Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui te lisent? Est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est juste la même chose, mais un peu moins sérieux ou un peu plus sérieux? Ou est-ce que c'est le format qui change? Le mode de diffusion? Bah, ça dépend. Tu vois, il y en a qui ont monté des newsletters, c'est un média, ça cartonne. Comment tu fais un modèle payant sur newsletter? Soit abonnement, soit de la pub dedans. Donc nous, on s'est posé vite les questions. On n'a pas forcément réinventé la roue, simplement on s'est dit, le modèle d'affaires, comme n'importe quel type de média, ça va être la pub. Mais sous ces formes un peu nouvelles, éditorialisées. Donc le brand content, les articles sponsors, les vidéos sponsors, et un peu moins l'affichage de banners classiques, tu vois. Ok. Et donc du coup, vous avez construit ça au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est quoi vraiment votre modèle économique? C'est principalement du brand content? Ouais, nous, c'est le brand content. On a une répartition, je vais dire, parce qu'on a aussi une entité interne, une sorte d'agence / studio, parce que tous les contenus qu'on sort sur J'ai un pote, nos 5 podcasts, nos vidéos reportages, nos webinars, tous nos formats, c'est nos équipes qui produisent. Donc, on n'a pas de boîte externe de prod, c'est nos équipes qui produisent, ce qui fait que ces mêmes équipes peuvent proposer leurs services en marque blanche. Donc, on a le média et on a aussi une agence créa interne qui fait un boulot d'éditorialisation et de production en marque blanche. Ce qui veut dire, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est marque blanche, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez produire au nom de J'ai un pote dans la com pour des entreprises, mais qu'en même temps, vous pouvez produire pour eux en boîte de prod qui diffusent après sur leur réseau. Tout à fait. Notre modèle d'affaires, il est basé à 80% le business de J'ai un pote dans la com. Et le reste, ça va être vraiment sur l'agence, l'accompagnement. On fait beaucoup de conseils éditoriaux, on crée des events. Exactement. C'est le savoir-faire des équipes de J'ai un pote. On s'est vite rendu compte que les gens bossaient bien chez nous, ils avaient une patte, une manière de faire, et les gens aimaient notre patte de côté. Bah, on a, depuis 1 an et demi, proposé ce pas de côté à des marques qui n'avaient pas forcément intérêt à faire de la pub sur J'ai un pote dans la com, mais qui aimaient bien notre manière de bosser. Donc on fait des productions, du conseil, de l'écriture en marque blanche. Ok. Et du coup, vous avez monté votre propre studio, c'est ça? Oui. Ok. Et donc vous faites des podcasts, de la vidéo Oui, on fait du podcast, on fait de la vidéo, on fait du livre blanc. Là, on travaille sur potentiellement le lancement d'une chaîne YouTube pour un entrepreneur. Donc, tout ce qui va être éditorial, ça va être notre sujet. On ne montera pas sur des prods télé. Nous, notre métier, c'est d'écrire des formats, trouver des idées, les rédiger et, si possible, les monter. C'est ça notre cœur de business. Donc, il ne faut pas qu'on se perde et je pense qu'on le maîtrise assez bien aujourd'hui. L'écriture des formats, le contenu, c'est le cœur du média, donc c'est ce qu'on sait bien faire. On ne va pas s'aventurer dans des choses sur lesquelles on n'est pas légitime. Il y a du monde. Mais sur l'édito, je pense qu'on est pas mal. Et je donne des cours en école de pub et de com, et parfois je donne des cours de brand content. Et parfois, mes élèves, c'est pas facile de comprendre la différence entre une pub classique et le brand. C'est toujours un peu... je passe toujours par des exercices pour leur expliquer et tout. Toi, tu es un peu en pro du coup du sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment tu définirais le brand content? Je pense que c'est l'une des formes les plus abouties ou les plus éditorialisées de la pub. En fait, c'est pas une science noire, c'est simplement que c'est un format publicitaire qui vient dans l'univers d'un média ou d'un créateur de contenu et qui reprend ses codes. Tu vois, on appelait ça à l'époque le native advertising, lorsqu'un contenu était éditorialisé pour reprendre la forme d'un post tradi ou d'un article tradi. C'est les mêmes codes typiquement sur un média, exemple un média classique, le nôtre ou autre. Tu as des contenus journalistiques, des vidéos, des podcasts, des articles. Le brand content, c'est quelque chose qui s'intègre très bien dans tout ça. Ça ne doit pas être une pub vulgairement imposée. Ça, c'est OK d'en faire. Il y en a qui le font. Beaucoup de médias reposent sur les banners, etc. Le brand content, c'est beaucoup plus éditorialisé. Typiquement, si tu fais des podcasts autour, je vais dire, de la cuisine, tu pourras avoir un épisode brand content, c'est lorsque, je sais pas, une marque, Moulinex ou autre, va te prêter du produit et que tu vas l'utiliser, ça va être sponsor, tu vas créer des recettes à partir de ce produit-là et tu vas expliquer aux gens pourquoi c'est chouette, mais tu vas pas forcément avoir une banner. Donc, pour moi, c'est vraiment le côté édito. C'est le fait de travailler l'attribution de la marque. Donc, comment tu fais pour que ton contenu soit lié à la marque sans dire... le gros logo de la marque, tu vois. Il faut que ça aille dans ton univers, tes codes. C'est pas forcément facile à faire, mais c'est particulièrement stimulant. Et c'est quoi? Est-ce que tu as un exemple justement d'un format brand content que vous avez fait dans J'ai un pote que tu as adoré ou que tu as trouvé trop cool à produire?
Écoute, c'est une bonne question. Là, j'en ai plusieurs en tête. Je trouve que on a fait un super format vidéo en 3 épisodes avec Adobe. Ok. On a reçu, je le fais très rapidement, un brief. On a reçu un brief de la part de Adobe qui nous demandait de faire la promotion et de mettre en avant auprès de nos lecteurs business leur solution d'intelligence artificielle dans leur lecteur de PDF. Donc, tu connais Acrobat, c'est le lecteur PDF d'Adobe. Ils ont lancé une solution IA dedans, ce qui permet de trouver facilement sur une presse de 600 slides le mot-clé, le chiffre, bref, un outil IA dans ton lecteur de PDF. Donc, c'est la vie. C'était hyper chouette comme produit. Donc, on s'est posé la question, comment on va montrer ça à nos lecteurs ? Très vite, on s'est posé sur un concept. On a imaginé une sorte de mini-série vidéo où un incarnant va vivre des moments un peu painful dans sa vie de professionnel, en agence ou chez l'annonceur, au bureau en tout cas, face à un PDF. Donc, arriver sur un contrat cadre où tu vois pas la bonne ligne et tu signes pour montrer un peu le risque que tu prends en faisant ça. Une presse PowerPoint en PDF de 700 pages que tu dois résumer pour le lendemain. Bref, on voulait mettre ça en scène. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin parce qu'on est J'ai un pote dans la com et il faut qu'on mette ce curseur au-dessus parce que c'est là où on prend du plaisir et que la marque qui vient nous voir pour ça, justement, va être satisfaite. Donc, il faut qu'on monte au-dessus. On s'est dit, en fait, il y a un super créateur de contenu qui s'appelle le télétravailleur, qui est dans cet univers-là. Du B2B, du conseil, de l'univers bureaucratique un peu chiant, mais qui le fait très bien. Donc, on s'est dit, en fait, faisons une collab avec lui. Et donc, dans les contenus J'ai un pote dans la com, donc on a fait une web-série qu'on a tournée au bureau, qu'on a setupé le bureau, et on avait le télétravailleur qui incarnait un professionnel de la com ou autre, peu importe, quelqu'un qui est en bureau, il pouvait être en agence conseil, en agence média ou chez l'annonceur. Il incarnait ce travailleur dans le tertiaire et il devait, dans 3 épisodes, répondre à ses problématiques. Donc, il a son collègue qui l'appelle pour lui dire attends, t'as bien checké la presse ? Non, j'ai pas checké, on est dans la merde. Ok, bouge pas. Et là, boum, insert écran, on voit qu'il utilise Acrobat, etc. Bref, c'est le meilleur format pour moi aujourd'hui, cette année, c'est le meilleur exemple d'un bon brand content chez nous. Ok, donc de mélanger en même temps l'idée édito, une collab avec un créateur de contenu justement qui correspond vraiment à l'audience, etc. Une écriture un peu différente, tu vois, ce qu'on aurait très bien pu, ce qu'on se disait juste avant, mettre une banner Adobe, nouvel outil, super cool. C'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce qui marche, on n'est évidemment pas dans ça chez J'ai un pote, donc on aime bien écrire ce genre de choses. Ok. Et je me posais la question, vous faites pas mal de brands, de sponsors dans votre média. Comment on fait quand on a un média et qu'on veut garder une ligne édito et en même temps qu'on fait du contenu paid par des clients? Comment on fait pour un peu gérer les deux? C'est pas tout le temps facile parce que le client, il veut aussi, quand il paye, avoir forcément de l'influence sur les contenus, etc. Comment on fait pour garder sa ligne édito, garder une éthique et en même temps faire du contenu sponsor ou du brand? C'est une très bonne question. C'est pas facile quand t'es pas indépendant, première chose. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est indépendant. C'est sportif, c'est intense, mais on n'a pas d'actionnaire. On n'appartient pas à un groupe. Déjà, pour un média, être indépendant, c'est déjà plutôt pas mal. Ouais, et un peu rare en ce moment, mais... Un peu rare. Donc, on est un peu les petits Gaulois dans tout cet univers-là. Donc ça, c'est la première chose. Quand tu es indépendant, c'est plus facile. Et en même temps, oui, tu dis non à un client, mais derrière, c'est du cash qui rentre pas. Donc, à mon sens, en tout cas, ce que nous, on fait, on regarde. C'est-à-dire que le client, est-ce que ça nous intéresse ? La première chose, ça va être un filtre sur à quel niveau de pourcentage c'est un risque pour nous, c'est pas du kiff, mais c'est une rentrée d'argent. Il y aura toujours des projets un peu moins cool que les autres, où on va gagner beaucoup. Il y aura toujours des projets hyper sympas, où le budget sera très réduit, mais on s'est régalé. Donc, à nous de faire le bon ratio entre tout ça. Par contre, dès qu'on identifie une problématique sur un partenaire ou autre, des gens qui sont passés dans des balances son agency, etc., ou des choses sur lesquelles on n'est pas raccord, tu vois, nous, notre limite, elle est très simple. Est-ce qu'on est raccord avec ça ? Est-ce qu'on kiffe ? Est-ce que c'est une prise de risque ? Et est-ce que c'est en lien avec nos valeurs ? Non. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Peut-être qu'on passe à côté de certaines sommes d'argent, mais on est encore les patrons à la maison, ce qui fait qu'on peut prendre des décisions sans avoir à les justifier auprès d'actionnaires. Non, ça ne nous intéresse pas, on y va. Donc, l'éthique, elle est centrale. C'est obligatoire dans n'importe quel type de média parce que là où c'est vraiment important, c'est qu'au-delà du business, nous, nos premiers clients, si tu veux, c'est pas les annonceurs, c'est pas les gens qui nous payent, c'est les gens qui nous lisent.
Donc, quand tu commences à prendre toutes les collabs, tous les clients et tu balances, tu fais un peu de cash, mais derrière, les gens, ils voient une collab un peu nulle parce que tu lâches un peu du fil après de l'annonceur, tu dis vas-y, on fera un truc, c'est pas incroyable, mais on va le faire. Donc tu le fais une fois, 2 fois, puis les gens ils tombent sur ton contenu sponsor, ils disent putain, le sponsor il est un peu naze en ce moment, c'est nul. Puis après le podcast, bah, j'ai rien appris. Puis après l'article, ah bah c'était nul. Le carrousel Instagram, ok, c'est sponsor, mais il y a pas de valeur. Ouais, donc tu perds la confiance de tes personnes qui te lisent. c'est le plus important, la confiance. Et dès que tu as la confiance et que tu as cette relation avec les gens, ça va créer de l'engagement. Ils vont commenter, ils vont partager, tu vas être top of mind chez eux, ce qui fait que derrière, tu pourras vendre un peu moins, mais plus cher. Ce qui fait que tu seras libre sur les clients que tu vas avoir. Donc, si je dois te résumer très simplement, c'est la liberté de dire non, elle n'est pas gratuite, mais elle est importante. Et je pense que tous les médias n'ont pas la chance que nous, on a de pouvoir dire non. Cette semaine encore, on s'est dit, là-dessus, on n'y va pas. Pourquoi ? Trop risqué, on sort de Cannes, ça va épuiser les équipes, on ne prendra pas ça. Par contre, on travaille sur d'autres choses. Ok. Donc, ma deuxième question, ça allait être est-ce que tu as déjà dit non à des collabs ? Mais du coup, tu m'as répondu. Je pense que c'est super important parce que j'en parle souvent dans mes contenus et même avec mes élèves. Et c'est vrai que dans le digital, en plus, je sais qu'en télé, moi, quand je bossais en télé, on était beaucoup plus entourés. Tu vois, il y a l'Arcom, moi, j'avais ma chaîne au-dessus qui faisait qu'on était beaucoup plus régulés. Dans le digital, en fait, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que du coup, la déontologie, elle doit s'appliquer déjà par nous-mêmes et c'est super important. Je pense que quand on est journaliste ou toi, rédacteur en chef ou qu'on a un média, c'est important d'avoir une déontologie et une éthique si on veut garder la confiance des personnes qui nous écoutent. Bien sûr. Mais on est régulé. Hein. On est régulé. Hein. Enfin, les lois s'appliquent de la même manière quand on est sur Internet ou sur... Enfin, c'est juste que les gens ne se rendent pas compte et ils pensent qu'ils sont libres. Mais tous les contenus sponsorisés doivent être... marquer, avoir la pastille sponsor. Et du coup, il y en a qui le font pas, il y en a qui oublient, mais c'est pareil, c'est une histoire de confiance. Si tu fais une collab avec un client, enfin moi c'est ce que je considère, après chacun est libre, mais si tu fais une collab avec un annonceur, c'est que tu le trouves cool cet annonceur, c'est qu'il match avec ce que tu veux faire. Ou en tout cas, c'est que tu trouves un intérêt. S'il vient dans ton univers et qu'il fait du brand content, c'est qu'il a conscience que c'est pas de la télé qu'il va faire, donc il y aura un retravail édito, on va faire un lien avec sa marque un peu différemment, ça va pas être brut. Donc il est OK avec ça. Donc en théorie, si on fait une collab sur Internet, sur un site, en média ou autre, peu importe la liquidité, vidéo, format court, format long, podcast, il doit être OK avec ça. Et donc, si tu fais cette collab, c'est que tu es content de la faire. Donc, il n'y a aucun problème à dire que c'est sponsor. Déjà, 1, c'est obligatoire. Et 2, ceux qui tentent de le cacher, moi, ça me dépasse, tu vois, dans la mesure où 1, tu prends un risque de te faire attraper par la police, et 2, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tu vas trahir la confiance de ton audience. Donc, ta collab, elle est cool, dis-le, c'est une collab. Je suis content de vous présenter telle solution de cold mailing, parce qu'on a discuté avec eux. Oui, ils payent pour être visibles, parce qu'ils font de la pub sur un média B2B. Par contre, leur produit est quali, on l'a testé, c'est sympa, allez regarder, ils ont une offre promo. Si vous voulez faire décoller votre business, utilisez cet outil. Tu vois ? Ouais, mais j'étais en train de réfléchir à une question parce que je me disais, en tant que rédacteur en chef, tes missions, c'est aussi je pense, de travailler sur des concepts. Enfin, là, tu parlais que tu réfléchissais beaucoup là-dessus. Et je me disais, comment tu sais que tu as un bon concept vidéo, comment quand tu réfléchis avec tes équipes, c'est quoi un peu ton... Est-ce que tu as une ligne à suivre pour former un bon concept vidéo C'est une bonne question. Écoute, c'est un mélange. Le travail, c'est un mélange. C'est un travail un peu publicitaire dans la mesure où tu vas réfléchir des concepts, tu vas essayer de craquer des idées, tu vas essayer de faire une attribution à la marque de manière directe. Comment tu fais le lien entre toi, ton contenu et la marque ? Est-ce que ça passe par les valeurs clés ? Tu vois, les valeurs communes. Ok, très bien. On est avec Back Market. Les valeurs, c'est éco-responsabilité, engagement sociétal, etc. Bon, on va les mettre dans un festival et on va aller avec eux là-bas. Là où on sait qu'on a une bonne idée, c'est quand il y a une évidence. C'est quand tu réfléchis à un concept et que tu dis mais purée, ça marche de ouf. Il te fait mais attends, mais je comprends pas machin. C'est quand tu es en mesure d'expliquer. En fait, quand tu as la bonne idée, c'est quand tu es en mesure d'expliquer ton idée et qu'il n'y a pas de pain point. C'est qu'à chaque moment du contenu, c'est clair. Ah mais oui, parce que c'est machin. Ah mais oui, mais attends, si c'est lui qui le fait, c'est trop bien. Ah mais du coup, l'attribution à la marque, ça se fait hyper bien. Ah mais du coup, on peut filmer là. Et c'est quand t'as tous ces points où tu fais ouais, c'est cool. On a un bon format, tu vois. Typiquement, là, on a une collab avec WeThings, tu sais, qui est une marque de montres connectées, etc., qui est très tech, donc c'est parfait pour nos audiences.
On était à Cannes et on a fait différents formats vidéo. Et ils ont été partenaires de nos vidéos. Ils ont fait du placement de produits chez nous, donc on l'avait indiqué, etc. Donc c'était hyper chouette. Et en gros, le placement, on s'est dit comment on va placer une montre connectée dans cet univers-là. Au final, on a écrit un format, on leur a proposé. Et tu sais, la montre, elle est connectée, elle voit tes battements de cœur. Okay. C'est vraiment un dispositif médical. Okay. C'est vraiment super quali. En fait, on s'est dit, en fait, il faut qu'on le mette en scène. Il faut qu'on joue, il faut qu'on le mette en scène. Donc, on a scripté tout, mais il faut qu'on le mette en scène. Et donc, tu vois, première vidéo où on les met en scène, on a notre animateur vidéo sur place, Thomas. On lui a trouvé un rendez-vous avec le big boss LinkedIn Monde. Trop bien. Donc un peu solide, tu vois. Ouais. Et donc la mécanique édito et donc publicitaire, c'est de dire, ok, là je vais rencontrer le big boss de LinkedIn en marketing, le VP Monde. J'ai un peu le cœur qui bat un peu vite là, tu vois. Et donc placement de produit, regarde à combien il bat, etc. Donc comment on sait qu'on a une bonne idée, c'est quand c'est évident. Okay. Quand on le pitch, on se dit, mais bien sûr. Tu vois, Adobe, c'était évident. Télétravailleur, Cannes, c'était évident. Le fait d'être là aujourd'hui, c'était évident, c'était une bonne idée, c'est une bonne invitation. Tu vois, c'est quand tu arrives à te dire, ok, c'est sûr que ça marche. Ok. Et du coup, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, je crois que ça fait plus de 10 ans que vous existez. J'ai un pote, c'est ça ? 2012. 2012, ouais, 13 ans, ça va faire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a envie de lancer son média ? Alors j'imagine que, évidemment, tout bouge avec le digital et qu'aujourd'hui, c'est pas exactement la même situation qu'il y a 13 ans, mais tu lui dirais quoi ? La première chose, c'est qu'il doit travailler. Oui. Non, mais ça peut paraître un peu consensuel de dire ça, mais c'est une réalité. Il faut qu'il travaille. Et donc, ça veut dire quoi, travailler ? Ça veut dire comprendre cet univers. Et pas se dire, ok, je maîtrise bien Insta et TikTok, je vais balancer. Très bien si ça fonctionne, mais que cette personne puisse comprendre un peu les enjeux. Donc, les leviers économiques, comment on fait de l'argent, comment on en investit, comment on crée une audience, quels sont les acteurs de cet univers, comment je... Parfois, peut faire du co-marketing, comment je rencontre des gens, comment je fais mon réseau, qu'est-ce que je viens proposer. Parce que oui, faire des contenus, c'est super cool, mais ça se trouve, ton format, il existe déjà. Mm-hmm. Ok, j'aimerais bien parler du Moyen-Âge. Ok, comment tu le fais ? C'est un format vidéo, c'est un format audio ? Moi, c'est un format plutôt vidéo. Ok, du coup, c'est quoi vidéo ? C'est une vidéo d'1 heure où toi, t'es incarné, tu vas sur des lieux. C'est une vidéo de 10 minutes où t'as un invité et vous parlez d'un sujet précis. C'est une vidéo où tu prends des thèmes et tu les compares à maintenant versus le Moyen-Âge, la bouffe maintenant Moyen-Âge, le job maintenant Moyen-Âge, la relation avec les filles et les garçons maintenant Moyen-Âge. Donc, il faut qu'il y ait un concept fort. Donc, travailler tous les sujets, le réseau, les concepts, les contenus, maîtriser, et surtout être passionné. C'est tellement dur, c'est tellement intense que si t'es pas passionné, faut que tu la trouves, ta passion. Et tu vois ce que je veux dire, ça peut être un side project un peu sympa, mais il faut avoir l'engouement de le faire. Parce que si tu te lances from scratch, il ne faut pas oublier que c'est intense. Je ne dis pas que c'est horrible, mais ça demande beaucoup de choses. Donc, partir de zéro, faut aussi se dire, ok, j'ai mon Kickstarter, c'est maintenant. Et c'est pas dans 6 ans, c'est pas dans 6 mois, c'est pas, je verrai si je rencontre machin, c'est, je vais y aller, ok, je vais faire 80-20. Donc, je mets tout en place et je lance. Et après, ça marche pas, tu vas réajuster, pivoter ou lâcher l'affaire. Mais tu auras lancé. Donc, travailler et se lancer pour de vrai. Et avoir conscience que ça nécessite des actions concrètes. Mais ça me parle quand tu dis me lancer pour de vrai, parce que moi, forcément, depuis que j'ai lancé mon podcast, il y a des gens qui m'écrivent en me disant « Mais comment t'as fait ? C'est quoi tes conseils ?» Je fais aussi du coaching pour aider les gens à lancer leur podcast. Et mon premier conseil, c'est évidemment, j'ai bossé... Après, moi, je viens de la télé, je suis journaliste depuis longtemps, donc c'est forcément plus facile. Mais je leur disais, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui procrastinent et qui ont très peur de se lancer et qui se lancent jamais par peur de commencer. Oui. Et au final, moi, je me rends compte que j'évolue en fonction de si plus je fais d'épisodes, et en fait, plus ça va évoluer. Bien et sûr. Plus je vais m'améliorer. Et en fait, je pense qu'on a peur toujours de pas être assez bien pour commencer, pour se lancer. C'est évident, t'as raison. Et je pense que c'est vraiment le fait de faire qui fait qu'on progresse. Et si le premier épisode ou sur ta première vidéo est pas top, tu feras que mieux après. Mais je pense pas que tu puisses apprendre en bossant le concept pendant des années avant de te lancer. Il y a 2 choses dans ce que tu dis qui sont hyper intéressantes et ça sont réelles. C'est que, déjà, c'est pas au premier épisode que tu vas cartonner. À part si t'as Lena Situation directement. Mais en tout cas, c'est au 3e, 4e, 5e. Mais... On se le souhaite, hein. Il faut vraiment que ça aille s'abonner fort parce que sinon, tout ce que je raconte depuis le début, c'est pas vrai. Non, mais il faut comprendre que c'est peut-être au bout du 16e, 18e, 20e que ça va péter, tu vois. Et donc, il y a aussi ça, c'est être là dans la durée. Parce que s'inscrire dans la tête des gens qui ont une attention limitée,
Le temps d'attention il est limité, c'est une audience qui est très volatile aujourd'hui. Donc il faut durer dans le temps. Il faut être là 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vois que les gens parfois, pourtant ils sont abonnés, ils ont envie d'écouter mes épisodes, ils les voient pas passer Ouais, parce que ou like l'algorithme... Ouais. Parce que, non, mais c'est pour ça. Donc ce travail-là, c'est pas parce que tu fais que tu vas être visible. Donc il y a la production du contenu, mais aussi la stratégie marketing du contenu. Là, ton podcast, imagine qu'il va être coupé, diffusé, relancé, il y aura une newsletter. Enfin, ça, il faut l'avoir en tête. Et sur ce que tu disais aussi sur le lancement, moi, je l'avais beaucoup avant, je l'ai encore un petit peu, mais il y a des fois où, même pendant les cours, quand j'étais étudiant, j'étais bloqué par, tu sais, le côté... souvent, j'ai fait L. Donc, j'avais beaucoup de dissertes. Voilà. Et avant de te lancer dans les 6 pages de dissertes, t'es comme ça, tu fais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc, même si le sujet me parle, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, l'angoisse de la page blanche. Ouais. Et il y a des fois, tu te dis, ouais, c'est pas que je préfère, mais je me mets pas sur le sujet, je lance pas le sujet, parce que je sais que ça va pas être ce que j'aimerais qu'il sorte. Ouais, mais c'est complètement con, parce qu'au final, rien va sortir. Donc autant te lancer dessus, tu fais 80-20, tu défonces 80%, tu regardes, tu modifies, mais au moins t'as un truc. Et dans le pire des cas, ouais, t'as un 12. Mais un 12, c'est quand même mieux qu'un 0, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a un moment donné où ce truc qui, moi, je l'avais beaucoup, vraiment te vient scléroser ton passage à l'action. Ah, mais ça va pas être comme ça. Ouais, mais tu sais, j'ai pas le... Tu sais que là, ça file, 31 ans bientôt. Enfin, tu vois, faut y aller, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est ça le conseil. Enfin, moi, si j'avais un conseil à donner pour lancer son média, c'est vraiment, au final, de évidemment réfléchir son concept, mais se lancer, et puis tu optimiseras tout ce que tu feras après. Mais je pense que c'est important, sinon, en fait, on se lance jamais, quoi. Mais, Ouais. Et j'avais une autre question, parce que du coup, tu es quand même rédacteur en chef d'un média. Moi, un des sujets qui m'intéresse le plus, forcément, c'est l'éducation aux médias, comment bien s'informer. Tu penses quoi, toi, en tant que pro des médias, de l'univers médiatique aujourd'hui, en 2025 est-ce que tu as un avis sur tout ce qui se passe forcément, il y a beaucoup maintenant de milliardaires qui ont des médias, il y a beaucoup de fake news. T'en penses quoi un peu, toi qui es au milieu de tout ça ? C'est une question qui est très très vaste. Hein. Oui, je sais. Le lien entre politique et univers médiatique aujourd'hui, il est évident et il est mis en avant parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sortent, il y a beaucoup de sujets. On recule un petit peu dans les classements de liberté de la presse, j'ai l'impression. Et en même temps, il y a énormément de nouveaux formats qui se créent. Il y a aussi beaucoup d'aides avec de l'argent public. Donc c'est bien. C'est-à-dire que c'est chouette qu'on ait la possibilité de lancer son format et qu'on ait des aides. Maintenant, la question, c'est comment on les a, ces aides, quelle est la typologie des gens dans le jury. Donc, c'est bien et c'est pas bien. C'est un super univers parce qu'il y a beaucoup de titres de presse et en même temps, il y en a beaucoup qui appartiennent aux mêmes personnes et donc ça fait une concentration des médias, etc. Donc, moi, je vais pas taper dessus bêtement parce que c'est un univers qui me passionne et que j'aime beaucoup. Maintenant, il faut aussi être ultra réaliste, très pragmatique et pas non plus se bercer d'illusions en se disant « Ah bah super, le média, là, il lance un nouveau format et tout. » Oui, mais parfois, tu as compris aussi que le nouveau format, il était uniquement dédié à la thune. Ah, on va lancer une verticale sur l'éco-responsabilité. C'est pour foutre un gros partenaire qui pollue derrière pour lui donner un peu une belle image. Donc, il faut continuer à s'éduquer. Et c'est une bonne question sur l'éducation aux médias. J'essaie de trouver un angle dans ta question parce que sinon, elle est hyper vague. Mais déjà, le lien entre la politique et l'univers médiatique, il est avéré depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il est vraiment mis en exergue. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Je pense que les Français l'ont bien. Ils ont bien compris qui faisait quoi, qui racontait quoi. Tout avec les chaînes d'infos en continu, hein, qui ont amené leur lot de malheur dans cet univers. Et à côté, je pense que il faut continuer à s'éduquer, il faut continuer à s'informer. Il ne faut pas tomber dans le côté « je consomme plus rien », etc. Par contre, il faut choisir. Il faut trier. Mais c'est le but de ce podcast, c'est aussi de rencontrer les gens qui font les médias pour connaître les coulisses, pour après pouvoir choisir en fait quels médias on a envie de suivre. C'est quoi les coulisses et se dire ok, je m'informe, mais de façon un peu plus éclairée et de façon un peu plus exigeante. Faut rester exigeant en fait, je pense, avec soi-même et avec ce qu'on consomme. On peut pas uniquement brancher la télé ou se recevoir une newsletter et dire ah c'est bon, je connais tout. Le monde il est trop compliqué, il devient de plus en plus compliqué sur les enjeux politiques, économiques, environnementaux pour uniquement avoir une source d'information et considérer qu'elle est bonne sur tous les sujets. Ouais, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est qu'il faut toujours garder le doute et le sens critique et savoir que, évidemment, les bulles d'algorithmes ou même nos biais cognitifs peuvent un peu nous tromper et de toujours avoir du recul sur ce qu'on consomme. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un réflexe pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que
je fais aussi beaucoup d'éducation aux médias parce que je pense qu'en tant que citoyen, c'est important de bien savoir s'informer, en tout cas. Surtout avec le public jeune. Enfin, du coup, ton boulot, il est ultra important. Hein, parce qu'au final, ce que tu dis avec les algorithmes, ça devient infernal. Tu as des contenus qui vont uniquement dans ton sens. Mais du coup, même si les gens en ont conscience, ils savent que c'est comme ça que ça fonctionne, un algo, mais... Parfois, on est paresseux. Oui, mais surtout, ils le matérialisent pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ah, je sais que je mets pas de crème solaire parce que je vais à la plage, mais du coup, je bronze, machin. Ouais, mais de la crème solaire, sinon tu sais très bien ce qui va se passer. Tu sais ce qui peut se passer en termes de santé si tu ne mets pas de la crème solaire. Mais tu y vas quand même sans. Alors que tu en as acheté une de crème solaire. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Pareil, sur TikTok, c'est la même chose. C'est que je sais que mon algo, il est biaisé. Je sais que j'ai un temps d'attention de 4 secondes, voire 3. Je sais que je tue mon système nerveux, ma relation avec les moments de bien-être, la sécrétion d'endorphine. Je défonce tout ça, je le sais. Par contre, j'y suis quand même. Tu vois ? Donc, l'éducation sur ces profils jeunes, de leur dire, les gars, c'est au-delà d'être addictif, ça va devenir dangereux pour votre santé. Et pas uniquement pour avoir des cernes ou être fatigué, ça va être dangereux pour votre capacité à réfléchir, produire, vous concentrer et surtout interagir socialement. Ouais, mais je pense que c'est un sujet central aujourd'hui. Et si on parle un peu du futur, donc il y a déjà un peu dans la com, est-ce que c'est quoi un peu vos rêves pour les années qui arrivent avec votre média ? Est-ce que qu'est-ce que si là aujourd'hui je te donnais une baguette magique, t'aimerais avoir fait dans 5 ans ou... C'est dur comme question. Ce qu'on aimerait faire, je sais pas quoi te dire pour les 5 prochaines années. Par contre, je peux te dire ce qui potentiellement nous animerait. Renforcer un peu les équipes, avoir des talents encore plus nombreux. Moi, j'aimerais beaucoup avoir des gens... Tu sais, on dit beaucoup, faut s'entourer de gens meilleurs que soi. Moi, j'aimerais beaucoup aussi avoir des gens... pour nous accompagner, nous faire des retours d'expérience, parce qu'on va très vite, on produit très vite, on réajuste, on réfléchit, ça va très vite. Et le kiff, il serait aussi dans la rencontre de gens qui peuvent nous donner aussi des visions différentes, tu vois, parce que ça nous nourrit beaucoup. Nous, on voit beaucoup de monde, on se nourrit beaucoup de l'externe, mais du coup, voilà, avoir des gens, avoir un cercle un peu plus fermé, de gens qui peuvent être, je vais pas dire au board, mais tu vois, qui peuvent réfléchir avec nous, ce qui fait que on va pouvoir prendre des décisions parfois plus éclairées, accélérées, parce qu'on va me dire, moi je sais, ça c'est pas bien. Ou moi je sais, ça c'est bien. Par contre, Val, Laurent, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous ai dit ça. Ok. Et ce genre de discussion qui t'élève un peu intellectuellement, d'un point de vue business, donc avoir ce type de rencontre-là, avec un cercle proche, ça je pense que ça nous animerait, on aimerait beaucoup. On l'a déjà un petit peu, avec tous les gens qu'on voit, mais un truc un peu plus cristallisé. Vous êtes combien là dans J'ai un pote ? On est 20. 20 ? C'est déjà énorme. On est 20. Ouais, c'est pas mal, 20. C'est pas mal. C'est un bon chiffre. C'est bien. Sur les rencontres, voilà, ce genre de choses. Et surtout aussi, je pense, être en mesure de... Je me projette, hein, mais je sais que nous, potentiellement, faire un docu, ça nous plairait beaucoup. Ok. Je sais pas forcément sur quel sujet. Je pense beaucoup à la creator economy aujourd'hui, mais faire un docu, ça nous plairait beaucoup. Parce qu'on a des gens qui savent écrire, qui peuvent, je pense, produire des choses très quali. Et surtout, ça nous permettrait d'avoir un lien un peu plus proche avec le format magazine qu'on cherche à atteindre de plus en plus. On va être un peu moins dans le hot news. On veut, depuis un an, là, se rapprocher beaucoup plus du format magazine, donc plus d'interviews, plus long, prendre plus de temps. On le faisait beaucoup déjà, sauf qu'on avait aussi beaucoup de news, ce qui fait qu'on avait à un moment donné où il y avait des équipes qui étaient... fallait prendre des décisions, on sait pas trop quoi. On veut vraiment se rapprocher de ça. Donc ça veut aussi dire potentiellement éditer un papier. Mais je sais pas, 1 ou 2 par an, tu vois. Mais quelque chose où on vient cristalliser tout ce travail avec du beau papier et de faire en sorte que voilà, on a un produit. J'ai un pote dans la com aujourd'hui, c'est le site. C'est 1 million d'abonnés. C'est les petits déjeuners 2-3 fois par mois avec les entrepreneurs, les agences, les annonceurs. C'est l'afterwork de la com. Grosse soirée, 800 personnes. C'est les 5 podcasts. C'est une couverture à Cannes qui a jamais été faite par aucun média français. Donc c'est ça. Mais c'est aussi potentiellement, du coup, un magazine. Là, depuis 1 an et demi, c'est un club de directeurs marketing qu'on a créé. Donc, multiplier les formats, mais pas pour faire du volume, pour se dire, je réponds à un pain marché sur chaque sujet. Là, le club de CMO, il marche, parce que tous les autres clubs, ils sont chers. Ils sont un peu chiants. Il y a des dîners, on ne veut pas y aller. Les CMO, ils sont sous pression, ils doivent développer leur boîte, vendre et avoir une belle image. Donc, quand ils viennent chez nous, c'est safe. Donc, le club, il marche bien. Notre soirée, on la relance au mois d'octobre. 800 personnes attendues. On sort de Cannes, c'était bien.
Il y a Vivatech encore. Donc, améliorer l'existant, pour te répondre très concrètement, améliorer l'existant, resserrer le cercle proche de gens qui vont être là pour de l'aide à la décision, ou en tout cas de gens un peu capés, et lancer des nouveaux formats qui vont nous faire un peu plaisir. Donc tu parlais des formats longs, c'est ça? C'est le documentaire, tu as déjà des petites idées ou de ce que On a t'aimerais des faire? idées, on va pas se porter l'œil là, mais on a des idées. Non, avec Laurent, ça a été initié par Laurent, il aimerait bien qu'on fasse ça, il a raison, c'est-à-dire démontrer notre capacité à écrire et produire ce type de format, parce que c'est un nouvel exercice, en tout cas, c'est spécifique. Ouais, moi qui viens du docu, c'est l'inverse de mettre au format court et c'est un boulot totalement intellectuellement, différent. c'est différent. Ouais. C'est stimulant, mais je pense que tu te rends bien compte de tout le changement de paradigme que tu vas avoir et des différents réflexes qu'il faut que tu fasses sauter. Mm-mm. Donc oui, docu, on aimerait beaucoup. Docu, on a accès à beaucoup de monde. En vrai, je pense qu'il y a personne qui n'aurait pas envie de passer dedans, de nous raconter un témoignage. Donc, on a accès à des gens super, tu vois, des entrepreneurs. Dans notre podcast Charbon, tu vois, on a eu Jamy, on a eu Vincent Clair, Maxime Médard, on a eu le fondateur de Bouscapé, Ahmad, on a eu Jacques Séguéla en tout premier épisode. On a eu Ludoc, le réal du studio Bagel. Une belle programmation. Ouais, tu vois, donc le docu, je pense que ça peut nous animer. Et si il y avait un format vidéo ou une plateforme vidéo aujourd'hui que tu recommanderais, qui est en train d'exploser, si on devait lancer un format, tu choisirais laquelle? Alors, je dois choisir la plateforme pour se lancer ou celle que j'aime aujourd'hui? Ce que tu veux. Moi, j'aime bien le YouTube d'aujourd'hui. Ok. Il est un peu différent. Tu vois, 31 ans, du coup, j'ai connu le YouTube un peu avant. Il est différent, mais il me régale quand même, le YouTube aujourd'hui. Il y a beaucoup de formats longs, beaucoup de choses un peu travaillées. Il est très, très indépendant des US et autres, même s'il s'inspire parfois. Il reste très, très fort, le YouTube game français. Beaucoup de formats super et de plus en plus qualitatifs. Parce que maintenant, il y a des journalistes qui vont bosser dans des rédactions de créateurs de contenu, ce qui fait que tout ce qui sort, c'est abouti. D'un point de vue informatif, c'est plus quali. Mm-hmm. Donc, ça me régale. Maintenant, si tu veux te lancer, quelle plateforme? C'est dur. Tu veux faire quoi? Si tu sais très bien que TikTok, il y a un levier, évidemment. Oui, de découvrabilité qui est énorme. Et bien sûr, et il y a encore de la place. Mm-hmm. Et l'avantage aussi de TikTok, c'est que lorsque tu fais des bonnes perfs médias, des bonnes audiences, tu gagnes de l'argent. Ouais. Donc, t'as pas besoin de sponsors. Ouais, en théorie, au début. c'est plus facile que YouTube en plus pour exploser. Ouais. L'algo est beaucoup plus sympathique. Il y a un terreau fertile sur TikTok qui est encore bien présent aujourd'hui. Ok, donc toi tu conseillerais TikTok. Ça dépend des formats. Ouais. Mais je pense qu'il y a un univers à exploiter, ne serait-ce que pour balancer des formats courts. TikTok, il y a un bon terrain de jeu. Mais je crois que le streamer créateur de contenu qui explose en ce moment, Anime, je crois que tu connais, de base il vient de TikTok. Ah ouais, Ouais, après il est passé sur Twitch. En fait, il vient de TikTok, puis ensuite il a fait des lives et il est passé sur Twitch et maintenant YouTube en fait. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la trajectoire de tous les nouveaux créateurs de contenu aussi, de par la découvrabilité et ensuite après ils peuvent emmener leurs audiences. Parce que je crois que Twitch, c'est très très dur. Il n'y a pas d'algorithme, donc c'est très très dur d'arriver sans audience. Mais là où c'est intéressant d'un point de vue business et pourquoi parfois ça marche, c'est qu'effectivement, ils sont très vite accompagnés, ces gens-là. Ça ne veut pas dire que c'est positif. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Mais beaucoup de gens pètent un peu sur TikTok et ensuite sont accompagnés par des grosses structures ou des agents. Et on leur dit, OK, d'un point de vue business, tu as bien cartonné sur TikTok, tu as ton audience, va sur Twitch, elle va te suivre. Ou en tout cas, tu vas avoir des gens qui vont être fans hardcore, qui vont faire le switch et qui vont venir. Pareil sur YouTube, ce qui fait que c'est cool parce que tu as plus de leviers, tu fais d'autres formats. Le risque, c'est que potentiellement tu dilues tes formats TikTok là où les gens t'aimaient, et c'est la raison pour laquelle ils te suivaient, c'était ça. Et si c'est que pour faire du cash, c'est pas suffisant, tu vois. Mais il y a beaucoup de créateurs là qu'on amène sur YouTube, on les lance sur une plateforme, on les lance sur TikTok. Oui, c'est logique, mais est-ce que c'est là où cette personne-là, pouvoir bien s'exprimer ou être dans un univers un peu spécifique, dans un écrin pour elle, c'est pas forcément sûr. T'en penses quoi justement de ce rapport des marques avec ces nouveaux créateurs de contenu? Justement, je trouvais ça assez drôle à analyser, se dire que maintenant les créateurs de contenu, ils ont un pouvoir et c'est un peu difficile d'éviter parfois
les bad buzz où, tu vois, les marques, elles n'ont pas l'habitude encore de travailler avec ces nouveaux créateurs de contenu? Elles ont de plus en plus l'habitude, en vrai. Si on prend un peu de temps pour regarder, elles sont accompagnées, elles ont beaucoup de gens en conseil. Donc, il y a toujours une prise de risque. La question, c'est est-ce qu'on veut le prendre, ce risque? Il y aura toujours cette part-là. En vérité, elles sont assez bien accompagnées. Généralement, quand tu as des bons profils à la direction marketing com, ils savent où ils vont. Maintenant, oui, il y a toujours un risque. Il y a toujours quelqu'un qui veut donner le dernier mot et qui ne sera pas dans l'univers de la marque ou du produit ou de la relation avec le créateur. Ça va drop le truc. Il y aura toujours le côté, ouais, l'idée de base est trop bonne. Puis après, il y a une V1 qui est moins bonne. Après, il y a une deuxième validation qui est moins bonne, ce qui fait qu'à la fin, l'idée qui sort, elle a plus d'âme. Et du coup, elle marche plus. Il y aura toujours ça. Maintenant, les agences accompagnent beaucoup les créateurs, accompagnent beaucoup les marques. Et on voit quand même des belles collabs. C'était un peu plus compliqué avant. Aujourd'hui, il y a encore des mauvaises pratiques, je pense, mais j'ai l'impression que là, les annonceurs, ils ont bien compris que la creator economy faisait du cash, faisait vendre, et n'était plus uniquement la dernière roue du carrosse en disant, bon, moi, j'ai mon plan marketing et ensuite, je ferai un peu d'influence, si Dieu veut, s'il me reste une petite pocket. Oui. Est-ce que si les gens ont envie de te retrouver, de te suivre, alors que ce soit toi ou ton média, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ils peuvent nous retrouver sur LinkedIn, plus de 800 000 personnes, donc c'est là où ça se passe. Et moi, en perso, j'ai ma petite commu LinkedIn, donc avec plaisir sur Insta ou LinkedIn. Ok, donc Valentin Richardot sur LinkedIn. Ouais, bien sûr. Après, voilà, je vais parler de J'ai un pote et des médias, donc si c'est pas un intérêt pour les gens, c'est clair que ils vont pas se régaler sur mon profil. Maintenant, effectivement, on monte un peu les coulisses. Cette année, de plus en plus, on montre ce qui se passe à l'intérieur du média. On a lancé un petit format là, le lundi qui s'appelle c'est déjà lundi. On reprend les 5 good news de la semaine qui arrive. Et du coup, les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien voir les coulisses de ce qui se passe. Les gens qu'on recrute, les nouveaux deals, le nouveau studio qu'on a inauguré, voilà. Donc, ok, donc si tu as envie d'en savoir plus, ils vont te suivre sur LinkedIn. On verra bien. Écoute, je te dirai combien d'abonnés on a chopé après le podcast. J'espère des millions. Oui, on s'organisera, il y aura... On fêtera ça. Ok, trop bien. Bah, merci à toi pour cet épisode. Merci. Et puis, à très vite. À bientôt. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux soutenir Je te le dis en off, c'est simple. Abonne-toi sur Spotify ou sur YouTube. Laisse une note ou un commentaire. Ce sont ces tout petits gestes qui font grandir le podcast et qui me permettent de le développer, de rêver toujours plus grand et de continuer à te proposer des épisodes de qualité. Merci beaucoup pour ton soutien et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. À très vite.